Âge tendre. Description de ce que dit le livre. Que les unités mnémosines sont fondées sur une méthode douteuse. Exemple, on n'est pas sûr. La science, que ce soit nécessairement mieux pour les personnes âgées atteintes de démence d'être dans des environnements ressemblant à leur jeunesse. Les études actuelles sont peu concluantes. Critique de moi. Excusez-moi, mais quand on voit comment les pensionnaires sont heureux de voir des objets, vêtements de leur jeunesse, on n'a pas trop de doutes, merci. Pas besoin de science ou de conclure les études actuelles. Description de ce que le livre dit. Que ces environnements de jeunesse ne peuvent pas être parfaitement harmonisés pour l'ensemble des pensionnaires. Exemple, si quelqu'un a été élevé dans un HLM et qu'on le met dans une maison bourgeoise, il ne va pas forcément retrouver sa jeunesse. Les unités mnémosines sont insidieusement classistes dans leur assignation systématique de tous les pensionnaires à des habitats et modes de vie typiques des classes supérieures. Je vois pas trop pourquoi ce serait un problème qu'ils finissent leur vie plus riche que quand ils l'ont commencé. Ça veut dire qu'il faudrait mettre les gens qui sont des paysans dans des reconstitutions de chaumières à toit de chaume. C'est un peu n'importe quoi là, franchement. Description de ce que dit le livre. Que l'État dépense un pognon de dingue dans ces unités qui sont des gouffres financiers, où les employés sont aussi bien payés que dans les maisons de retraite privées. Quelle tranche de l'électorat est séduite par de telles mesures? Les seniors, bien sûr, enclins à une politique redistributive qui leur serait favorable. Critique de moi. C'est quand même le rôle de l'État de dépenser un pognon de dingue, je trouve, étant donné qu'il a nos impôts exprès pour ça. Pas les miens encore, mais bientôt. Et qu'on sera tous âgés un jour, sauf contre-indication. Après, histoire des employés bien payés, c'est censé être mauvais? Laissez-moi rire. Le coût de l'électorat, je n'ai pas trop compris. Description de ce que dit le livre. Que ces unités dégagent une pollution monstre, équivalente à une ville comme Clermont-Ferrand, et sont principalement financées par le plan Grand Âge qui bénéficie du boom nucléaire actuel en France. Parce que, depuis l'interdiction du pétrole en Europe, on a beaucoup eu recours au nucléaire et la France a plein d'atomes, alors elle en vend aux autres pays. Ainsi, la France est très riche en ce moment, pas comme avant où c'était la crise. Critique de moi. Je pense que Clermont-Ferrand n'est probablement pas une ville qui fait autant de bien qu'une unité mnémosine, alors peut-être que c'est elle qui devrait se regarder dans le miroir. En plus, on recycle dans l'unité, on trie les déchets et on achète beaucoup de choses vintage ou de seconde main, puisque c'est le principe. Quant au nucléaire, je trouve qu'il vaut mieux s'en servir pour acheter des unités mnémosines plutôt que des prisons, exemple États-Unis, ou des armes, exemple plein de pays. Description de ce que dit le livre. Que ces unités entretiennent une impression nostalgique du passé et paradoxalement d'un passé aucune des employés n'a connu, et se complaisent dans une vision esthétisée, narcissique, surconsommatrice d'un XXe siècle rincé de toutes ses tâches, réimagé occidental, blanc, rentier et corne d'abondance universelle. Critique de moi. Je trouve cet argument tiré par les cheveux. Samedi 6 décembre. On est tôt le matin, 6h35, mais je n'arrive plus à dormir. J'ai envie d'essayer d'écrire ce que m'a raconté Sola. Allez, debout. Note rétrospective. Il me semble que ce samedi-là, je n'ai même pas pris de douche. Bon, il est 21h45 et j'ai passé la journée à tenter de réécrire ce que m'a raconté Sola. J'ai essayé de le mettre en jeu pour moi, Sola. C'est étrange, parce que ça donne l'impression que j'ai arraché son histoire d'elle pour la dire avec ma bouche. Pourtant, beaucoup de mots sont les siens. Je serais incapable de les inventer moi-même. Mais beaucoup aussi sont les miens, et ça se mélange. La biographie de carrière de Sola Perret, version 2 en jeu. Je suis née dans une petite maison de pêcheurs au bord de la mer, dans le village de Digmer, à quelques kilomètres du cap Gris-Nez. La maison avait un nom, aux oursins dans les poches. Digmer, c'est joli. C'est posé sur une falaise émiettée, qui aspire la marée comme une éponge. La falaise s'éboule peu à peu, libérant des fossiles. Plein de petits monstres de pierre. La plage est faite de sable, de cailloux et, ici et là, de terre gluante et épaisse, de l'argile, on fait des sculptures avec, et de la tourbe. La tourbe
est ce qui reste d'une vaste forêt qui allait, avant, de la France à l'Angleterre. Mais c'était avant que l'on appelle ces pays la France et l'Angleterre. Personne ne donnait de nom au pays alors. Maintenant, à la place de la forêt, il y a la mer qui est mince. Sur l'horizon, depuis Diguemer, on voit un ruban d'Angleterre. Je n'étais pas prédestinée à être médecin, loin de là. Mon père travaillait au guichet CIC de Marquise, qui est une ville pas trop loin. Ma mère bossait comme secrétaire avant de nous avoir, mais ensuite elle a arrêté. Plus tard, elle reprendrait des études d'assistante sociale. J'étais très heureuse, petite, à faire des allers-retours libres comme l'air entre les oursins dans les poches et la plage, cheveux secs de vent et de sel, pieds polis par le sable, jambes musclées à force de crapahuter dans les galets. Il faisait moche presque tout le temps, puis brusquement il faisait beau, et on rissolait comme des poulets. Si je dois me demander d'où m'est venue cette envie de soigner, ce qui remonte, c'est cette histoire-là, qui a la qualité des souvenirs de toute petite enfance, vague mais très vivement colorée à travers le flou. J'ai 3 ans, je cours dans la tourbe, pieds nus. Tout à coup je trébuche. C'est un os fossilisé, sans doute de bœuf ou de cerf. Et il m'a troué la plante des pieds. Je saigne à gros bouillons. Et l'eau de mer et le sel empêchent la cicatrisation. Je pleure tout aussi salé. Alors, arrive un grand garçon qui me relève, hop, par le coude, comme on attrape un léger crabe vert. Il a 13 ans, à ce moment-là. Il porte son bronzage comme un costume et un short de bain vert, blanc, bleu. Il me soigne le pied avec du mercurochrome et un pansement Nemo sur un rocher chevelu. Pendant qu'il s'occupe de mon pied, je fais éclater entre mes doigts les cloques des algues noires. C'est la première fois que je rencontre Marin. Il me dit « Voilà, ta crevaison est réparée, je vais te rendre à tes parents. » Mes parents sont contents de me retrouver réparée. Ils invitent Marin à manger du tourteau à la mayonnaise et du flan au pruneau. Là, je m'interromps. Je, Valentin, pas je, Sola. Parce que je dois expliquer que ce Marin, donc, surgit maintenant dans l'histoire de Sola et qu'il va s'accrocher comme une lampote. Je n'ai pas réussi à l'en extraire. Il est là et il faut faire avec. Sola a l'air de penser que c'est très central pour expliquer son cheminement professionnel. Dimanche 7 décembre. Aujourd'hui, j'ai testé d'autres stratégies pour raconter l'histoire de Sola. Enfin, sa biographie de carrière. Je continue ici avec la version 3 qui est rédigée en L parce que je voulais tester ce qui se passe si je l'utilise comme personnage plutôt que comme narratrice. La biographie de carrière de Sola Perret, version 3 en L. Ce Marin, c'était un nouveau venu à Diguemer. Marin a expliqué « Avec mes parents, on vient de s'installer à la face au vent. » Les parents de Sola ont dit « Oh Dieu merci, ça faisait si longtemps qu'on espérait que cette maison se vende à une gentille famille. » Et apparemment, c'est une gentille famille puisque le fils de 13 ans a empêché notre petite Sola de se vider de son sang dans l'eau après s'être percé sur un os préhistorique. Sola et ses parents étaient donc contents que les parents de Marin aient acheté la face au vent, qui était la plus belle maison du village. Une grande maison bourgeoise du XIXe siècle, avec 3 étages, des marches en pierre pour accéder à la porte d'entrée principale, un beau jardin qui descendait sur la mer. La famille de Marin était riche pour Diguemer, mais pas riche pour l'île, d'où ils venaient. Les parents étaient tous les deux professeurs d'histoire géo. Ils avaient été mutés à Boulogne-sur-Mer et avaient acheté à Diguemer. C'est ainsi que Sola et Marin ont grandi ensemble. Elle affirme aujourd'hui qu'il y a une importance cruciale dans cette relation d'enfance, dans son parcours professionnel, jusqu'à aujourd'hui. Là, je m'interromps. Je, Valentin, pour dire que cette version rédigée en L a des avantages. Exemple, un peu plus de distance, mais c'est aussi un problème parce que c'est trop de distance. Exemple, beaucoup de était, avait fait, etc. En plus, je me suis sentie obligée, du coup, de rajouter des appréciations personnelles, importance cruciale, etc., qui cassent un peu l'ambiance. D'un autre côté, je ne sais pas si une biographie de carrière doit forcément avoir une ambiance. Cet après-midi, j'ai écrit une 4e version. Elle est plus biscornue car elle mélange du je Valentin et du je Sola, et du elle Sola, et même du il Valentin et parfois du tu. C'est un peu le gros bazar, mais je la mets quand même, et ça termine cette biographie de carrière. Je ne sais pas si ça va me faire gagner des points finalement. Peut-être que je l'enlèverai en mettant en forme ce rapport de Cercy à la fin de l'année.
Note rétrospective, non, on garde au point où j'en suis. La biographie de carrière de Sola Perret, version 4, en je, elle, il, tu. Les souvenirs que Sola a stockés dans cette époque, c'est qu'elle apprend à Marin à pêcher des crevettes. Elle dit: Je me souviens très bien, Valentin, de ses pêches. Lui, Marin, poussant lentement son épuisette le long des plages miroirs interminables près du cap Griné. Ensuite, il retourne son filet, schlac, et les mailles sont tissées d'algues fourmillantes, de petits crabes qui galopent, s'échappent, adieu, ou s'enlisent pour se cacher. Les crevettes sautillent comme des puces. Il faut les attraper à pleine main et les jeter dans un panier en plastique vert foncé à trous. Parfois, Marin dit: Oh là, attention, elle est méchante celle-là, c'est une vive. Elle a eu un air de terreur des profondeurs, c'est un tout petit cauchemar. Sur son dos, elle ouvre un parapluie d'épines. Marin l'attrape sans se faire piquer et j'applaudis de frayeur et d'excitation. Il va la rejeter dans les vagues, plop. Moi, je lui explique qu'on peut se faire piquer si on marche pieds nus dans la mer sans porter ses méduses. Les miennes de méduses sont translucides et incrustées de paillettes. Celles de Marin sont des méduses d'hommes adultes bleu foncé. Dedans, il y a des pieds d'hommes. Parfois, Marin dit: Tiens, celui-là, il est gentil. C'est un tout petit carlet. Il me la pose dans la main. Ma main est à peine plus grande que le poisson plat. Je le regarde sautiller et se débattre, se retourner, flip-flap, comme les mini-crêpes qu'on fait sur la Pierrade crêpe partie familiale à Citrou. Dessus, ses bruns chaussures, visage grimaçant aux yeux rapprochés. Dessous, ses crèmes, doux et comme un secret. On marche jusqu'à la mer pour aller le rejeter. On le mangera plus tard, parce que là, c'est tellement petit que ça sert à rien. Les crevettes, on voit presque à travers. Parfois, il y a une surprise, une crevette rose, géante, lourdaude, dans une foule de petites demoiselles. À la maison, on jette les crevettes vivantes dans une poêle d'huile, d'ail et de persil. C'est de la mort qui grésille. J'ai déjà la bouche pleine de salive. Elles arrivent encore fumantes sur la table du jardin où papa et maman ont invité les parents de Marin à prendre l'apéro. L'apéro, c'est bière, cigarettes et crevettes bien salées. Je me brûle le bout des doigts à les décortiquer. Ainsi, je ressens un tout petit peu de leur souffrance. Ma peau cuit dans le soleil. Mais Sola, pardon, je t'interromps, mais je ne vois pas le lien avec ton travail. Eh bien, tu me demandes d'où je viens, alors je t'explique. D'ailleurs, il va bientôt être question d'école. Écoute. Après l'été, c'est l'école. J'y vais avec maman à pied. Je me prépare à ce que Sola raconte des choses en rapport avec l'école. Puis, c'est l'été encore. Je m'aperçois qu'elle n'a pas raconté de choses en rapport avec l'école. Encore la pêche à la crevette et on se baigne avec Marin. Et je sais maintenant nager sans les brassards. C'est dommage, parce que c'était des brassards Denver, le dernier dinosaure. Mais ils iront flétrir dans la remise. Le lien avec ta carrière? J'y viens. Écoute. Au bout de quelques étés, c'est l'école primaire. J'y vais à vélo. Je m'attends à ce qu'elle parle de l'école primaire. Pendant les vacances plus froides, on va se promener sur les falaises et faire du cerf-volant. Je me résigne à ce qu'elle ne parle pas de l'école primaire. Marin m'emmène voir les blocos, noirs dedans, froids, pleins de tags et de mégots de cigarettes puant la vieille pisse. On trouve dans la falaise une énorme ammonite, lourdissime spirale crénelée. Elle est fossile depuis beaucoup plus de temps que l'os qui m'a percé, m'explique Marin. Grande comme une roue de mon vélo, Marin la rapporte à la maison. Les parents font de grands gestes en découvrant notre prise. Mais Marin, tu es fou! C'est interdit de rapporter des fossiles des falaises. On va te mettre en prison, mon grand. J'ai terriblement peur que Marin aille en prison. Mais apparemment, la police ne l'apprendra jamais. On expose l'ammonite près de la cheminée, à la face au vent, et « Sola, eh oh, Sola !» Sola, tu me racontes des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je te demande, qui est: comment as-tu stratégisé ta carrière? Qu'est-ce qui a motivé tes choix? Pourquoi es-tu devenu ce que tu es maintenant? Écoute, mon chou, je travaille dans le domaine de la mémoire. Tu sais bien à quel point elle est pleine de spirales, la mémoire. Tu ne peux pas m'en vouloir de raconter ma biographie de carrière de cette manière. Je ne lui en veux pas, mais ça ne me facilite pas la tâche pour la réécriture. Sans bouger de l'arrêt de bus, Sola se promène dans sa mémoire. Il y a d'autres vacances, d'autres étés, d'autres week-ends. Marin l'emmène à Nausicaa et au parc d'attractions de Bagatelle. Elle lui confectionne des petits colliers de marguerite
qu'il porte par-dessus son t-shirt Sergio Tacchini. Elle lui trouve des verres polis, bleu ciel, rouge vif, rose tendre. Il lui rapporte de Belgique du chocolat à la pâte d'amande. Elle lui montre qu'elle sait lire. Il lui trouve des albums à la bibliothèque d'Ambleteuse. Elle lui montre qu'elle a des bonnes notes. Là, tu vois, ça a un lien. J'ai des bonnes notes. Je commence ma carrière de bonne élève. Il faut avoir une telle carrière pour être médecin. Tu notes? Je note. De l'autre côté de sa vie, Marin va au lycée. J'ai 8 ans. Il va passer son bac. Ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Je sais juste que ça donne lieu à des conversations entre lui et mes parents quand ils viennent prendre l'apéro et que les crevettes font pshh dans la poêle. Un jour. Ah, tu dis un jour, il va se passer quelque chose. Oui, un jour. Quelque chose de crucial pour ta carrière, j'espère. Espère toujours. Un jour, maman dit: Et alors, Marin, tu nous quittes, il paraît? Marin dit: Va bien falloir, Fanny. Maman dit: C'est Lille alors? Marin dit: Oui, je ferai des allers-retours le week-end de temps en temps. Papa dit: Et qu'est-ce qu'ils ont à Lille qu'il n'y a pas ici? Marin dit: Une université, Hervé. Papa dit: T'entends ça, Daniel? Et qu'est-ce qu'il va s'embêter à aller à l'université, ton fils? Daniel dit: Eh oh, n'en dégoûte pas. On lui a bien assez fait faire ses devoirs pour que tu nous le décourages pas. Quoi? Il est parti? Tu es très bon public. Oui, ce jour-là, je ne mange aucune crevette. Plus tard, Marin vient me voir dans ma chambre où mon lit entier est secoué par moi qui pleure. Il me dit: Zut, zut, j'aurais dû te prévenir cela. Je suis trop désolée. Mais oui, tu sais bien, après le bac, on part à l'université. C'est comme ça. Tu sais bien que je voudrais être avocat. Mais je serai à Digmer très souvent, tu sais, presque tous les week-ends. Tu verras pas la différence. Et tu sais quoi? Je te donne ma GameCube si tes parents sont d'accord. Cet été-là, c'est comme si le monde s'était étendu côté terre. Quand je regarde vers les champs, je comprends qu'il y a l'île derrière, où s'en va Marin. Cet été-là, on va tous les soirs à la Ducasse. La quoi? La Ducasse, la fête foraine du village, quoi. La Ducasse qui s'installe l'été, avec les manèges. Ah bon? À la Ducasse, Marin me prend près de lui dans les autotamponneuses et on fait de gros accidents sur ses copains et copines. En secret, j'ai envie qu'il renverse tous ses copains et copines et les écrase jusqu'à ce qu'ils meurent. Au-dessus de nos têtes, le fer gratte les mailles du plafond, 1000 petits éclairs éclosent. Marin me gagne une BD de Titeuf à la pêche au canard et ensuite échoue à me gagner une peluche de Donald dans la machine avec la pince. La pince est toute molle, c'est une arnaque. Mais oui, c'est fait exprès pour qu'on n'attrape jamais rien. L'été est sombre et nuageux. C'est peut-être mon souvenir qui l'assombrit et l'ennuage. Marin passe son permis, mais il n'a pas d'argent pour s'acheter une voiture, alors ses parents l'accompagneront parfois, et parfois il prendra le bus pour Lille. La rentrée attrape Marin mieux que la pince de la machine à la Ducasse. Il disparaît. À chaque fois que son nom est mentionné, j'ai l'impression qu'on me passe le cœur au taille-crayon. De temps en temps, il revient. Un bref week-end de Marin. Mais alors, il est accaparé par ses amis restés à Digmer, par ses parents, par ses frères. Il a le temps pour un apéro. Souvent, il m'apporte des jouets, des chocolats, un compas avec lequel il me montre comment faire des rosaces. Puis il repart le dimanche soir, debout à l'arrêt de bus, avec son sac à dos Eastpak. Il attend un bus qui met très longtemps à venir. J'attends près de lui, jusqu'à ce que ce soit la dernière fois où il me serre dans ses bras, avant de partir. À chaque fois, il dit: À très vite, ma belle.